Allez-y, pardon Franck, je t'ai interrompu. Non, je disais que moi, je dis on va le faire, mais il faut que je comprenne moi. Parce que, en fait, quand quelqu'un te sollicite de cette façon, il y avait le problème de, pas seulement de raconter, mais aussi de dire qu'est-ce qui est pertinent. Oui. Qu'est-ce qui est pertinent dans tout ça, en quoi c'est intéressant pour l'autre, pas pour moi. Et c'est venu comme ça, les noms, les gens. Je me rappelle, on a passé peut-être 3 heures de temps, parce que j'ai été marqué par quelqu'un. C'est un poète péruvien qui s'appelle. Et j'arrive pas à retrouver son nom. Je peux pas dire quelque part mon ami et vraiment le blanc. C'est comme ça que c'est écrit au début. Et j'ai dit, merde, je vais l'éliminer. Mais il a été important parce que c'est un grand poète péruvien qui s'appelle César Calvo. J'ai retrouvé, la mémoire revient comme ça. Parce que je sortais de prison. Et lui, il m'a dit, viens, je suis à Cusco. Viens, on va te trouver. Donc on est monté 15 jours au Cusco. Alors je me rappelle de lui parce qu'il a failli me tuer. Parce qu'on était dans une petite Volkswagen qu'il avait. Et il y avait un énorme camion qui transportait des bœufs. Alors il essayait de passer à toute vitesse. Je lui dis, attends, calma, mais il essaie de passer. Et finalement il m'a écouté, il a freiné un peu. Et qu'est-ce que je vois? Il y a un bœuf qui sort du camion, qui tombe sur la route. J'ai dit, tu t'imagines? Qu'est-ce qu'ils vont écrire en Haïti? Échappé à Pinochet, il va mourir. C'est ridicule complètement. C'était une histoire. Donc j'ai toujours gardé. Parce que lui, il m'avait dit, quand on est allé au Machu Picchu, j'ai regardé ça, il m'a dit, tu sais, je déteste Neruda. Mais je déteste Neruda. Et je dis, mais pourquoi? C'est un très grand poète, Neruda. Il me dit non, parce que je ne pourrais plus écrire sur Machu Picchu. Parce que Neruda a écrit, et je ne crois pas que personne pourrait écrire comme lui après. Donc je le déteste. Mais c'est quelqu'un que j'avais rencontré qui t'a marqué parce que bon, il m'a permis de sortir de l'univers carcéral et de rentrer dans la beauté des anges, dans la majestuosité de cette ville extraordinaire qu'est Cusco, quand tu vois la trace des Incas et puis tout ce désastre aussi qui a été la conquête. Ok. Oui, je travaille avec M. Voltaire et je connais un peu l'histoire du livre, mais il y a des questions que je ne lui pose pas. Et là, je me permets ce soir. Parce que je travaille, oui, mais j'ai toujours eu un questionnement vis-à-vis des individus, je me permets le mot, qui ont autant été en prison. Alors, mais j'ai rencontré René de Pestre et je vous rencontre, et je dis vous parce que c'est vraiment, je comprends. Qu'est-ce que ça laisse? Parce que à tous les coups, il y a toujours quelque chose qui a rapport avec la prison. C'est comme si c'est incroyable. Finalement, ça fait combien de prisons, dans combien de pays? Et non mais moi je suis perdu. Ça, je le connais depuis l'enfance. Je suis perdu. Finalement, ça fait combien de prisons et comment on ressort? Est-ce que le cerveau, parce que ton cerveau, il est impeccable, tu te rappelles des mini-détails de quand tu arrivais ici à 9 ans et que tu allais et que tu passais la frontière, c'est impensable. Est-ce qu'il y a quelque chose de là? Qu'est-ce qui reste de tous ces emprisonnements? Quand je dis tous ces emprisonnements de différents pays, c'est pas différents emprisonnements au Québec, mais c'est partout. Non, j'ai pas été en prison au Québec. Non, mais justement, jamais. Mais justement, pas une seule fois ici. Non. Oui, mais ça, c'est clair. Il n'a pas été. C'est ça. Ça manque à sa culture. Non, mais la question. Non, mais ça me trotte. En fait, au Québec, durant plusieurs temps, je pense que ça fait 3 ans que je ne le fais plus. Je visite régulièrement les prisonniers. Ah bon? Et c'est intéressant parce que les prisonniers te laissent entrer ou parler parce que tu as cette expérience carcérale. Et ça fait une expérience intéressante pour moi. Mais c'est des fois ça. Une expérience qui vous manque? Non, ça ne manque jamais. Non, je veux dire, c'est une expérience. Oui. C'est-à-dire que quand on m'a demandé d'aller faire des cours dans les prisons, ça m'a intéressé d'aborder cette malgré le traumatisme d'aborder. Mais je n'ai pas de traumatisme sur la prison. C'est ça, il n'en a pas. Je ne me suis jamais mis. Non. Je comprenais la logique dans laquelle j'étais enfermé. C'est-à-dire le tortionnaire, je ne me suis jamais
laisser prendre. Parce qu'en fait, les gens qui ne s'en sortent pas, des fois, et c'est là la logique, ils se laissent embarquer et dans la prison et ils sont pris avec ça. Moi, je ne me suis jamais laissé pris là-dedans. C'est-à-dire, pour moi, le type qui est en face, je vais te raconter que je suis en prison au Chili, il y a un type de la Croix-Rouge qui arrive. Et moi, je vois que c'est un Suisse. Et donc, je m'adresse à lui en français. Le type me dit, Caris, ferme ta gueule. Mais moi, je continue, je lui raconte, voilà, les conditions dans lesquelles on est. Parce que je sais qu'il ne comprend pas. Mais moi, j'ai peut-être une petite fenêtre pour lui raconter ça. Ouais. Mais pour moi, je ne me suis jamais mis dans la situation d'être pris là-dedans. Bon, je n'ai pas été torturé en Haïti, mais je l'ai été au Chili. Mais disons, je suis sorti pour moi parce que il y avait cette histoire qui est folle, hein, cette histoire de ma mère qui a 4 ans qui me dit, toi, il n'y aura rien t'arriver, tu vas passer au travers. Donc, finalement, quand tu le crois, ça te construit aussi. Non pas que ça ne te marque pas, ça te marque parce qu'il y a tous les gens avec qui sont restés là pendant 5 ans, sous Pinochet, qui sont restés là. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire que pour moi aussi, je n'ai pas eu l'expérience de la maladie. Je n'en veux pas non plus. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas moi qui ai choisi ces conditions. Tu sais, je suis à Colonia, une petite ville en Uruguay. Nous sommes, et je ne sais pas qu'on vient d'attaquer une armurerie. C'est le début des Tupamaros. Ça, je ne le sais pas. Ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais j'ai commis un grand délit quand on m'a mis en prison. Parce que j'avais totem et tabou de Freud. Et que on m'a enfermé. Et il fallait faire du feu, parce que c'était l'hiver, et j'ai brûlé le livre. Je crois que pendant tout le temps, j'en achetais tout le temps. Parce que j'ai l'impression que j'ai commis un énorme délit. Mais Franz, peut-être on peut revenir à la prison. Puis, il y avait Marie-Céline. Oui. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de la question de Franz, lui, du portrait qu'on trace de lui, de ce livre, moi c'est un témoignage que je voudrais apporter de l'importance de cet organisme pour, disons, peut-être pas toute la communauté haïtienne, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui peut-être ne savent même pas que l'organisme existe, mais pour une série de personnes qui ont fait, je dirais pas un peu leur premier pas dans cet organisme qu'on appelle le syndicat. Je pense à un type comme Stanley Payan, par exemple, qui a signé Stanley était tout jeune lorsqu'il a débuté, vous voyez, dans le livre au syndicat. Et tant d'autres personnes, vous voyez, moi j'en suis un exemple, parce que j'ai publié mon premier recueil de poèmes en 91 ou 92, parce que Jean-Richard Laforêt, qui est un poète extraordinaire, qui a vécu au Québec, extraordinaire pour moi, j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait, m'a dit qu'il voulait me publier pour avoir lu mes textes. À cette époque, bien entendu, j'étais très intimidée par cette offre et j'ai résisté 1 an avant de lui donner les textes et il l'a demandé une deuxième fois. Et des fois, je me dis, peut-être que j'aurais écrit comme tant de gens, avec des textes dans les tiroirs, sans jamais oser aller vers un éditeur. Pour plusieurs raisons, entre autres, l'idée que, c'est pas un monde fait pour nous. Parce que ça, on l'intègre, on finit par l'intégrer. Et ça a été un peu la porte qui m'a propulsé un peu vers l'écriture, même si j'écrivais depuis très longtemps, mais sans jamais, avec une stratégie arrêtée, de publier des livres. Et pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, c'est un organisme qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui est là tranquillement, mais qui fait un travail de diffusion, mais vraiment incroyable. Et qui repose beaucoup sur les épaules de Franz aussi. Voilà, pour moi, c'est important de le souligner. Merci, mais je prends du plaisir aussi. Hein. Bon, moi, c'est pas quelque chose qui me terrorise. Et la deuxième question que je voulais poser, au fait, c'est pas une question, je voulais demander à Sarah, où est-ce qu'elle a trouvé la bride pour
avec les Franz. Oui, j'ai appris mes étudiants, j'ai un étudiant et une étudiante ici. J'ai essayé d'apprendre l'art de la synthèse. Moi, on parle, je laisse parler, puis après ça, on resserre. On refaire, mais regarde, la bride, elle n'est pas là. Hein. Il n'y en a pas de bride, France, puis il ne peut pas en avoir, puis il n'y en aura jamais de bride. Sauf que pour les livres, on a choisi d'autres choses. Il y aura d'autres projets où il y aura d'autres histoires. Mais je suis content de voir aussi qu'il y a Pédi. Pédi a Pédi. été très longtemps volontaire Ouais. au syndicat. Et il était très jeune, il est venu là. Et tu peux. Voilà. Et Pédi est venu. Et moi, avec lui, j'ai appris. On allait dans les milieux populaires. Et Pédi, c'est. Voilà. Quand on a. Et je lui ai demandé de faire au Carotonfique, qui est une communiste, qui enseignait à Concordia, de faire, parce qu'il a beaucoup de talent, de faire le design, parce que je le voulais en français, alors qu'elle avait, je venais de traduire son livre, qui s'appelle The Making of Haiti, qui était un classique en anglais, et que les Français auxquels on s'était adressé avaient refusé la traduction. Je me prêtais que quelconque, même des grands historiens français comme Yves Benoît, comme Jacques Conat, trouvait étrange, et je pense que l'un d'entre eux a écrit, il a dit, mais il doit y avoir quelque chose d'étrange que vous refusez un texte dont toute la bibliographie, dont toutes les archives sont françaises. Et donc, ça m'a émerdé un peu, donc j'ai dit, Caroline, je vais traduire ton livre, et on va le publier. Et après, on a eu un éditeur français en correction. Mais Pédi, c'est lui qui avait fait les cartes pour nous. Donc voilà, donc je le remercie aussi là, parce qu'il est là, ça fait longtemps. La dernière fois, on s'est croisés. C'est quand on est entré. Voilà, on était entré les livres, je le vois passer en voiture, c'est lui qui m'a vu. Mais je dois le saluer parce qu'il a été un complice aussi pendant tout ce temps-là. On va peut-être devoir arrêter cette partie de notre soirée, mais en fait, juste un mot de clôture, c'est que quand j'avais eu le projet, j'avais commencé à en parler à gauche à droite, et puis plusieurs personnes m'avaient dit « Ah, mais tu connais mal Franz, c'est pas le genre à parler de lui. » Et en fait, là maintenant, la leçon que j'en ai, c'est si on veut que Franz parle de lui, laissez-le parler des autres. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on voit. Donc, je pense que vous en avez eu un avant-goût, et vous pourrez poursuivre donc à la lecture du livre. Je suppose que Franz doit partir non, c'est ici que j'ai fait ça. Ah, d'accord. Donc, en tout cas, la librairie, vous nous direz si on doit en a une limite pour le temps de signature, mais s'il y a des gens qui veulent faire signer leur livre. Moi, je me souviens de dernière anecdote, j'avais un très vieux professeur de philosophie, c'était très drôle parce qu'il